Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va tout simplement déterminer ce que sont des interactions, mais également les objets médias en réalité virtuelle. Ce module va vous permettre d'améliorer encore une fois votre diagramme en arborescence comme on a pu le voir dans le chapitre précédent, mais d'une façon beaucoup plus optimisée pour aller beaucoup plus loin, pour faire un chiffrage encore une fois beaucoup plus précis et surtout pour que votre donneur d'ordre ou votre client y voit beaucoup plus clair dans votre projet. Pourquoi est-il important de comprendre ce que c'est qu'une interaction et un objet média en réalité virtuelle? Tout simplement parce que ce sont les éléments principaux que vos élèves, vos utilisateurs vont remarquer en fait pendant l'expérience en réalité virtuelle. Tout le reste, que ce soit votre préparation avec le diagramme en arborescence ou que ce soit ce que vous faites pour la diffusion, ce sont des choses qu'ils ne vont pas forcément voir ou se rendre compte s'il y a des fois des problèmes. En revanche, la partie interactivité, s'il y a des problèmes, vous allez malheureusement perdre totalement votre but, votre objectif pédagogique. Et en plus de ça, l'élève va passer probablement à un très mauvais moment. Et c'est pareil, il faut comprendre ce que c'est que les objets médias VR, quelles sont les possibilités qu'on peut avoir avec les objets médias. Donc un objet média, pour faire très simple, pour commencer ce chapitre, c'est tout simplement ce que vous êtes en train de regarder au moment où je vous parle, c'est-à-dire là c'est une vidéo 2D et ça pourrait très bien être une vidéo 360, un objet 3D, etc. etc. C'est ça un objet média, mais on va aller un petit peu plus loin dans ce cours. Une interaction en réalité virtuelle, c'est tout simplement quelque chose qui va générer une action que vous aurez fait en réalité virtuelle, donc soit à l'aide d'un casque de réalité virtuelle ou même avec une interface homme-machine tout autre comme une souris si l'utilisateur utilise un ordinateur tout simplement, ou s'il utilise une tablette ou un smartphone, et ben le simple fait de bouger son petit doigt pour appuyer sur un bouton est une interaction. En réalité virtuelle, on peut classer ces interactions en trois typologies qui sont tout simplement les interactions physiques où la personne doit faire avec ses mains, ses pieds, son corps, sa tête, des choses pour activer une action, ou ça peut être également ce qu'on appelle les interactions gaz où il n'y aura pas vraiment de contact purement physique mais ça se fait avec les yeux, avec le regard. Si vous fixez un endroit pendant plus de 3 secondes par exemple, cela va activer une action. Donc encore une fois, c'est ce qu'on appelle les interactions. Et en troisième typologie, on a bien les interactions qu'on peut nommer comme vocales, c'est-à-dire que c'est le bruit, du moins la voix, qui va pouvoir générer des actions. Par exemple, je décide de dire « épelle-moi le mot français en français », et bien tout simplement, ça va générer une action, ça va peut-être lancer une autre voix par derrière qui va dire « j'épelle le mot français de telle façon ». Voilà, tout simplement, il faut penser à toutes ces choses-là, dépendant de l'outil que vous allez utiliser. Si vous êtes sur 3D Vista, bien évidemment, vous allez être beaucoup plus bloqué que si vous utilisez notre formation sur Unity qui est beaucoup plus évoluée. Mais ne vous en faites pas, on va voir tout ça en détail dans la suite de votre formation. Petite parenthèse, si vous voyez qu'au bout de ces modules d'acculturation que vous venez de faire, en arrivant à la fin, si vous voyez que la partie 3D Vista ne va pas être intéressante pour vous et que vous voulez switcher de formation et passer sur la formation sur Unity avec H3 Toolbox, n'hésitez pas à me contacter, je retirerai les modules et je vous changerai les modules pour avoir les bons. Il faut savoir que si je vous ai mis la formation sur 3D Vista ou celle sur Unity, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous m'avez fait une demande spécifique et que j'ai défini le meilleur outil pour vous. Mais l'erreur est humaine et de toute façon, votre projet va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc n'hésitez pas encore une fois à me contacter directement. On va prendre un exemple d'interaction par exemple avec notre exercice sur la réalisation de chouquettes. Du coup, en moins de 2 heures, il faut réaliser 100 chouquettes. Ça, c'est l'objectif pédagogique. On a vu qu'on les a découpés en jalons sur la phase précédente avec 3 jalons pour l'instant principaux qui sont verser l'eau dans la casserole, couper le beurre et verser le beurre dans la casserole. Et après, on pourrait aller bien plus loin, bien évidemment, comme vous vous en doutez. On va rester très concis pour le moment. Donc la première interaction qu'on va avoir tout simplement dans ce module-là, ce sera bien de verser de l'eau dans la casserole. Donc qu'est-ce que l'interactivité dans cette phrase que je viens de vous dire? C'est tout simplement le fait que l'utilisateur va prendre ses mains, si vous êtes sur Unity par exemple, avec un élément qu'il va prendre et qu'il va verser, ou si vous êtes sur 3D Vista, ça va être certainement un sélectionnable, donc vous allez devoir cliquer sur le bécher ou sur l'élément où il y a de l'eau pour que celui-ci, entre guillemets, se verse dans la casserole. Donc
Sur 3D Vista, il faut feinter un petit peu le système pour pouvoir faire quelque chose de visuellement sympa. Mais comme je vous l'ai dit avant d'entrer dans cette formation, si vous voulez manipuler des choses, faire des choses très techniques, très poussées, Unity, il n'y aura pas mieux. Si vous voulez faire des choses beaucoup plus simples, si vous avez des budgets beaucoup plus restreints, 3D Vista Virtual Tour fera largement le job et il va falloir trouver des moyens de contournement pour faire des choses visuellement intéressantes. Et donc la deuxième interaction, par exemple, c'est celle de couper le beurre. Donc couper le beurre, le simple fait que la personne prenne sa main pour attraper le couteau est une interaction. Il fait quelque chose dans le monde réel qui a une répercussion dans le monde virtuel. Dans notre exemple de la pâte à choux, vous avez vu que j'ai découpé déjà 3 jalons d'évaluation. Encore une fois, je le répète, verser l'eau dans la casserole, couper le beurre et verser le beurre dans la casserole, qui sont 3 jalons qui peuvent être très complexes au final à représenter si on veut faire quelque chose de très réaliste. Alors, encore une fois, il faut penser à qu'est-ce que vous voulez qu'il soit vraiment très réaliste ou non. Quel est l'intérêt que ce soit réaliste ou non. Par exemple, verser de l'eau dans une casserole, est-ce que c'est important que le fluide soit extrêmement bien représenté et que la physique de ce fluide soit parfaitement réalisée? Je ne pense pas. Le plus important, c'est que la personne pense à mettre l'eau avant toute chose dans la casserole. Donc la simple action de prendre le récipient où il y a l'eau et de le mettre au niveau de la casserole pourrait suffire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, encore une fois, on peut mettre un fluide dans ce récipient qui sera en 3D et le fluide sera également en 3D et on va pouvoir verser. Encore une fois, il faut réfléchir au budget que votre donneur d'ordre a alloué à tout ça. Il faut réfléchir au temps que vous avez pour faire cette expérience immersive. Il faut réfléchir à l'objectif pédagogique, si ça en vaut la peine ou non. C'est pour ça que j'ai nommé le début de ce chapitre la définition. Il faut définir en fait si c'est nécessaire ou pas de générer telle ou telle interaction en fait. Peut-être même que dans mon exemple avec mes 3 jalons, peut-être que dans ces 3 jalons, il y en a qu'il faudrait retirer par simple raison de budget. Exemple type, le fait de découper le beurre avant de le mettre dans la casserole, est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que le beurre pourrait pas être déjà pré-découpé et que la personne n'ait plus qu'à verser? Cela simplifierait forcément le scénario, ça simplifierait tout ce qu'on va faire en post-production et même maintenant, ça simplifierait notre tableau, comme vous l'avez vu, notre diagramme en arborescence. Ensuite, il faut que l'interaction soit adaptée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là, j'ai déterminé s'il fallait plus ou moins d'interaction, mais maintenant, il faut que l'interaction soit adaptée à mon objectif pédagogique et à tout le reste. C'est-à-dire, quand on va arriver à la phase de dressage des chouquettes, donc avec une poche à douille, avec la pâte à choux à l'intérieur, et faire ça sur une plaque de cuisson, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est le mouvement technique ou est-ce que c'est le fait que la personne n'oublie pas de mettre une douille dans la poche, par exemple? Il faut déterminer et bien choisir quelles sont les interactions qui sont nécessaires au bon apprentissage de vos élèves. Je vous montre à l'écran un diagramme nodal, le même que je vous avais montré sur le tableau blanc, mais que j'ai perfectionné un tout petit peu pour que vous y voyez aussi un petit peu plus clair. Vous l'avez vu dans le chapitre précédent, ces nœuds sont des jalons d'évaluation, donc sont des étapes de votre scénario. Il est très important de les placer comme ceci, comme vous le voyez sur l'écran. Et maintenant, on va pouvoir enrichir d'informations techniques qui vont nous servir par la suite directement sur nos nœuds. Donc nos nœuds, on va pouvoir faire des blocs, vous pouvez faire des carrés, des rectangles, des ronds, peu importe, mais il faut qu'il y ait la place suffisante pour mettre ces quelques informations pour le moment. On va avoir le nom du jalon qui est très important, que vous allez pouvoir mettre juste au-dessus de celui-ci. Encore une fois, on est sur des jalons qui font partie du scénario. On va voir après qu'il y aura des autres blocs qui ne seront pas des jalons, qui font partie du scénario, mais qui seront des blocs d'objets médias. On voit ça tout de suite après. Mais c'est pour que vous différenciez bien les choses. On a notre objectif pédagogique qui est vraiment, entre guillemets, le premier bloc. Et après, on a nos jalons qui sont divisés en plusieurs blocs de scénario. Ce sont des sous-étapes au final. Vous aurez sur une deuxième ligne que vous pouvez renommer action. Ce sera l'action qui va déclencher votre nœud. Par exemple, l'action qui va déclencher le nœud pour la partie de verser l'eau dans la casserole, ce sera bien le fait de prendre le récipient qui va vraiment lancer cette partie du scénario. D'accord? Donc c'est ça l'interactivité. Vous pouvez avoir un troisième élément que vous pourrez noter également, c'est ce qu'on appelle le délai. Alors, le délai, c'est-à-dire que quand la personne a fait la première action, donc déplacer son bras pour vraiment prendre le récipient par exemple, est-ce qu'il y a un délai pour que soit le nœud
se termine, soit le ne se termine pas et recommence à zéro. Par exemple, si la personne se trimballe avec son bécher avec de l'eau dedans et qui se trimballe pendant 10 minutes pour faire des bêtises, peut-être qu'au bout d'une minute à 2 minutes, ce serait bien de le remettre à zéro pour qu'il recommence l'action parce qu'il a raté tout simplement son action. Le délai n'est pas forcément l'élément indispensable. Ce n'est pas à chaque fois que vous aurez besoin de le noter, mais vous pouvez en prendre note si vous en avez besoin. Voilà, comme ça votre diagramme est déjà beaucoup plus complet, on va y voir un petit peu plus clair. Il manque un quatrième élément qu'on va mettre dans nos blocs de jalons, donc nos nœuds principaux. Ça va être tout simplement l'objet média utile. Pourquoi je dis objet média utile? Car comme vous le voyez, je vais vous noter les différences entre objet média utile et objet média généré. C'est très important de comprendre. Objets médias utiles, c'est ceux qui sont déjà présents dans la scène et qui vont vous être utiles pour faire l'action. Les objets médias générés sont ceux qui vont être générés par l'action en elle-même, par le fait d'accomplir cette action-là. Exemple, vous l'aurez compris dans mon exemple, on a un bécher ou une carafe ou peu importe, un élément qui nous permet de transporter de l'eau. Cet objet média-là, c'est un objet en 3D, mais c'est un objet média utile, d'accord? Qui est utile et qui doit être présent dans la scène, sinon on ne va pas pouvoir le prendre. Par contre, quand la personne, par exemple, a versé son eau directement dans la casserole, on va pouvoir, à la fin de cette action, quand elle est réalisée, quand elle est approuvée et validée, on va pouvoir dire, on va faire un objet média généré qui va être une vidéo, par exemple, une vidéo de félicitations qui apparaît. Pourquoi pas? C'est un exemple plutôt bête parce qu'on ne va pas le mettre à ce moment-là précis, mais ça permet d'illustrer correctement mes propos. Donc ces objets médias-là, on va faire un tour d'horizon de qu'est-ce que ça peut être. Principalement, des objets médias, ce sont tout ce qui est vidéo, photo ou audio. Principalement, encore une fois, on peut les décliner par exemple comme de l'audio stéréo, de l'audio en mono, de l'audio en ambisonique. Par exemple, la vidéo, on peut la décliner en vidéo 2D, en vidéo 360, etc., etc. Et pour la photo, également, on peut la décliner en photo 360, etc., etc. Il peut y avoir aussi les objets 3D, il y a beaucoup de choses, tout ce qui est purement audiovisuel que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez peut-être pas, ce sont des objets médias. Sur un site internet, par exemple, un objet média peut être une photo, une vidéo ou tout simplement l'interface utilisateur qui en elle-même est un objet média. Ce que je veux dire par là, donc il faut bien les dissocier les deux, donc objet média utile et objet média généré. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. On attaque ce chapitre 5 qui est très important parce que vous l'aurez compris, la formation que je vous dispense ne vous permet pas de produire les objets médias, sauf si vous avez pris des formations pour créer vous-même vos propres objets médias. Pourquoi ça a été scindé comme ça chez Immersive Ambition? C'est tout simplement parce que certains d'entre vous possèdent déjà les objets médias nécessaires ou tout simplement vont les acheter ou vont les faire faire par des sous-traitants. Je donne un exemple tout bête. Vous voulez faire une visite virtuelle sur 3D Vista. Si vous êtes dans ce cursus-là, très bien, ça va vous concerner. Je ferai un exemple sur Unity juste après. Vous voulez faire une visite virtuelle, mais vous voulez une photo 360 bien spécifique en dessous de la Tour Eiffel, par exemple. Soit vous faites la formation chez nous pour pouvoir les faire par vous-même et vous allez capturer justement cet objet média-là qui est une photo 360. Soit vous sous-traitez, vous faites appel à un prestataire, mais au moins vous serez conscient de ce que c'est qu'une photo 360 et vous saurez que vous en aurez les besoins. Soit, tout simplement, vous êtes autonome et vous décidez d'apprendre par vous-même, de vous former en autodidacte et d'aller faire cette photo, ou même de l'acheter directement en ligne, tout simplement. Ou de l'avoir à disposition en ligne totalement gratuitement. Voilà, ce sont des façons en fait, de se procurer les objets médias qui sont très importantes, mais on le verra à la suite de cette formation. Ensuite, si vous êtes sur la formation sur Unity, par exemple, on a beaucoup d'univers qui vont être totalement recréés en 3D. Vous vous en doutez, c'est plus intéressant de tout recréer en 3D pour pouvoir manipuler divers objets, pouvoir faire beaucoup plus d'interactions. Et vous avez totalement raison, ces objets 3D, à l'heure actuelle, en ligne, on a des tonnes et des tonnes d'objets médias, d'objets 3D qui sont disponibles, souvent gratuitement, et certains qui sont payants. Mais ce qui fait que il vous faudrait un tout autre métier en fait pour pouvoir capturer ces objets médias.
On propose des formations, nous, chez Immersive Ambition, qui vont vous permettre de faire ça. Mais par exemple, pour créer des objets 3D, il y a diverses méthodes. On peut faire de la photogrammétrie, on peut faire du scan par lumière structurée, du scan avec un lidar. Il y a différentes méthodes pour reconstruire cet univers. Donc vous voyez, c'est un métier à part entière. Donc si vous êtes dans cette formation et que vous n'avez pas pris de formation objet média chez Immersive Ambition, je vous invite à soit les acheter, à les sous-traiter ou à les trouver gratuitement sur des banques en ligne. Voilà, petite parenthèse fermée sur la partie objets médias. Donc ces objets médias doivent être justifiés dans votre parcours pédagogique, tout simplement par le simple fait que ça ne sert à rien de trop en faire quand il n'y a pas besoin. Vous allez plus perdre vos élèves plutôt qu'autre chose. Mais il ne faut pas non plus ne pas en mettre et ne pas enrichir votre cours avec ce qui est nécessaire. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure est très parlant. Si la personne verse tout simplement l'eau dans la casserole, il est peut-être inutile de mettre une vidéo de félicitations qui dure 1 minute. Peut-être qu'un simple petit bruitage avec un petit bip, un petit bruit de cloche qui permet de montrer à l'élève qu'il a réussi l'action et dans son cerveau, il va reconnaître ce bruit à chaque fois qu'il réussit une action. Ça, c'est très intéressant par exemple. C'est très intéressant d'un point de vue pédagogique et ça permet en très peu de temps de rajouter des objets médias générés hyper facilement. Bref, vous l'aurez compris, pareil, il faut bien choisir. Est-ce qu'il y a des objets médias du coup utiles? Est-ce qu'ils sont tous intéressants dans ma scène? Est-ce que j'ai besoin de mettre tout ça? Est-ce que c'est un intérêt pédagogique? Oui ou non. Pareil pour la partie objet média généré. Est-ce que c'est utile de générer une vidéo 2D tout à chaque fois que la personne réussit la moindre manipulation? Je ne pense pas. Et donc, il faut réfléchir correctement à tout ça. Un objet média généré qui peut être intéressant, par exemple, si la personne arrive à la fin de son cursus et qu'elle a fait plein d'erreurs, pourquoi ne pas lui mettre une vidéo qui va durer 1 minute 30, qui va remettre une couche entre guillemets et reformer la personne correctement en montrant les bons gestes techniques à réaliser. Alors ces objets médias, comme je l'ai dit, il faudra l'intégrer dans votre bloc principal. Donc je répète, dans les blocs de jalons, les blocs de scénario, vous aurez bien votre premier bloc principal qui va être l'objectif pédagogique. Donc pour moi, c'est la réalisation des chouquettes. Vous aurez bien des blocs de sous-scénario qu'on va appeler des jalons. Donc avec verser l'eau dans la casserole, couper le beurre et mettre le beurre dans la casserole, d'accord? Et donc dans ces blocs-là, vous aurez bien évidemment des informations comme le nom de ce bloc, tout simplement le nom de l'étape. Vous aurez également l'action que la personne doit faire pour entrer en fait dans ce nœud. Troisième chose, le délai si besoin et si nécessaire. Et quatrième chose, l'objet média utile qui pourrait être utile justement pour réaliser cette action. En général, il y en a toujours, c'est très important de le noter ici. Mais là, on va passer sur un autre type de blocs qui sont tout simplement les blocs d'objets médias générés. Donc on va plutôt les appeler les blocs d'objets médias pour simplifier mes paroles, mais vous allez voir qu'on va pouvoir en rajouter. Dans mon exemple ici, je vais rajouter le bloc d'objets médias avec la vidéo de félicitations que je vais donc placer ici sur mon diagramme. Donc dans ce bloc-là, on va pouvoir on peut renommer également le bloc si nécessaire, mais le but c'est de vraiment mettre la typologie de médias que c'est, c'est-à-dire vidéo, photo ou audio par exemple si vous voulez faire très court, et vous mettez l'indication ou le titre du fichier que vous voulez mettre. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça va fonctionner. Juste pour vous guider avant d'attaquer votre exercice pratique, qui va nécessiter de faire un diagramme, et du coup vous pouvez partir sur le diagramme que vous avez réalisé précédemment et de l'enrichir avec tout simplement tous les éléments que je viens de vous citer dans cette vidéo. Ça peut paraître complexe, mais faites-le sur quelque chose de très court pour commencer, vous y verrez beaucoup plus clair. En conclusion, notre diagramme sous forme nodale commence à prendre forme petit à petit. Libre à vous de rajouter sur ces blocs des informations qui pourraient être importantes. C'est toujours intéressant d'avoir un petit espace vide de texte où vous pouvez écrire à la main ou sur ordinateur pour pouvoir mettre des indications supplémentaires. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, comme par exemple, si l'objet média utile, c'est une vidéo 2D, vous pouvez mettre, si vous devez aller voir un partenaire pour avoir cette vidéo 2D, mettre le nom du partenaire avec une petite indication très simple et ça fera largement l'affaire. Par exemple, si vous avez par exemple plusieurs objets médias utiles pour un seul et même jalon, il ne faut pas hésiter à les lister encore une fois. Moi, ça peut être par exemple le bécher, la casserole et l'environnement. Il faut toujours penser à l'environnement en lui-même, c'est-à-dire les objets médias utiles,
on ne se rend pas compte, on a l'impression que objet média, ça veut dire juste un objet, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la photo 360 qui fait tout le tour de la scène, c'est un objet média utile à votre jalon. La vidéo 360 autour de la scène, elle peut être utile pour votre jalon. Si vous êtes sur Unity, ça va être plutôt un environnement recréé en 3D qui va être utile pour votre jalon, etc., etc. Mettez-vous bien ça en tête, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, c'est le plus dur. Ce que je vous demande là, c'est le plus dur. Après, quand on va être sur les logiciels et vraiment sur la partie traitement, ça va être que du plaisir. Je vous invite à me laisser juste en dessous si vous avez des questions. Comme d'habitude, j'y répondrai sur les webinaires qui sont disponibles en replay si vous n'êtes pas présent, bien évidemment, qui sont en général les vendredis. Vous êtes informé obligatoirement un jour avant et 1 heure avant dans votre boîte mail. Si vous n'avez pas accès à ces webinaires en replay, c'est tout simplement que l'adresse mail que vous m'avez fournie n'est pas correcte ou n'est pas une adresse mail de type Gmail ou iCloud. Malheureusement, pour voir les replays sur YouTube, vu qu'on héberge nos vidéos de replay sur YouTube, il faut une adresse mail un peu spécifique. Donc n'hésitez pas à me l'envoyer si nécessaire. Merci à vous et à plus tard pour la suite de votre formation.